Amis auditeurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Histoire, je suis aujourd'hui accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Gauthier, bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute et de votre fidélité. Oui, merci de votre écoute et de votre fidélité, de votre écoute nombreuse sur certaines émissions. Notre dernière émission par exemple, consacrée au livre Robespierre, la fabrication d'un monstre, est un record d'audience depuis les débuts de Fréquence Histoire en novembre dernier, puisqu'elle est à environ 3500 écoutes cumulées. Merci pour cette écoute nombreuse. Alors aujourd'hui, Franck, nous parlons d'une date clé de l'histoire mondiale, le 22 avril 1500, qui correspond à la découverte entre guillemets, découverte fortuite et découverte, on le verra, contestée sur un plan historique, du Brésil, par les Portugais naturellement, cela faisant suite quelques années après le traité international de Tordesillas, nous reviendrons sur ce traité, et cette découverte, Franck, est l'œuvre d'un homme, Pedro Cabral, qui était donc un explorateur portugais. Il n'est pas venu seul, il est venu à la fois avec toute une escadre, une flotte de 13 navires au total, et bien sûr des compagnons d'armes, on pourrait dire, même s'il y avait des civils et des militaires. Et nous reviendrons donc sur cette courte épopée, qui est l'un des épisodes de l'impérialisme portugais au Nouveau Monde. Courte épopée, Franck, parce que notre récit s'étale entre le 22 avril, en gros, et le 2 mai, une dizaine de jours de l'année 1500. Merci Gauthier de ce rappel salutaire et de cette présentation. Donc aujourd'hui, nous vous proposons, comme l'a dit mon cher confrère, de remonter le temps et de plonger au cœur des grandes expéditions du XVIe siècle qui menèrent un certain Pedro Álvares Cabral sur les terres brésiliennes. Donc rapidement, il est important de situer un peu le Brésil. Donc Brésil en portugais se dit Brasil et dans sa forme longue est aujourd'hui appelée République fédérative du Brésil. Il faut savoir que c'est le plus grand État d'Amérique latine. Le Brésil est aujourd'hui le 5e plus grand pays de la planète, derrière, comme chacun sait, la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Avec une superficie de 8 500 000 km², le pays couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud et il partage des frontières avec l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, le Suriname et également la France. Et oui, Gauthier, la France, par la Guyane, soit tous les pays d'Amérique du Sud, du continent, sauf le Chili et l'Équateur. Donc aujourd'hui, le pays compte une population de quasiment 210 millions d'habitants, et le Brésil, comme on l'a dit, comme vous l'avez compris, est une ancienne colonie portugaise. Oui, c'est amusant ce que tu dis sur la frontière brésilienne, enfin la frontière franco-brésilienne. Il existe des panneaux routiers où l'on peut voir Oiapoque, c'est-à-dire le fameux fleuve qui traverse la Guyane, Oiapoque à quelques kilomètres. Et puis en Italie, qu'on peut avoir marqué frontière brésilienne, en tout cas moi je l'ai vu il y a quelques jours. Bon, c'est une anecdote. Alors comme on l'a dit, nous sommes au XVIe siècle, et les cours espagnoles et portugaises rêvent de conquérir de nouveaux territoires. Donc on le sait, elles financent des expéditions de navigateurs qui prennent la mer à la découverte du monde et de ses richesses. Oui, alors ça c'est à partir de 1492, qui est considéré comme l'une des deux dates symboliques de la fin du Moyen-Âge, enfin d'une des trois dates, parce qu'il y a une première date qui est la fin de la guerre de 100 ans, après la bataille de Castillon en 1453. La troisième date c'est aussi 1492, mais 1492 version Reconquista contre l'islam, avec la chute de l'émirat nasride de Grenade. Et 1492, c'est aussi l'aventure, l'épopée de Christophe Colomb, qui en décembre, je crois que c'est le 13 décembre, après être parti en octobre, eh bien, découvre le Nouveau Monde, littéralement. Il arrive dans les Caraïbes et il se rend compte qu'il y a des terres bien plus à l'ouest de ce qu'on pensait. C'est le début d'une épopée qui entraîne le politique à édicter des textes et des traités par lequel, eh bien, on tâche d'ordonner un petit peu tout ça, de répartir un petit peu tout ça entre les deux puissances européennes coloniales de l'époque, que sont le royaume de Castille et le royaume du Portugal. Ça, c'est l'entreprise qui est effectuée par la papauté le 7 juin 1494,
avec le traité international de Tordesillas. Ce traité est ratifié par les deux cours de Castille et du Portugal entre juillet et septembre de cette année. Par ce traité, le pape Clément VII essaye un petit peu de partager le Nouveau Monde, qui a donc été établi de source sûre à peu près 1 an et demi plus tôt par Colomb, puisque le Nouveau Monde, à l'époque, est considéré, Franck, comme terra nullius, c'est-à-dire une terre nulle, qui n'a pas de possesseur clairement établi. Et par ce traité, on met en place une ligne de partage qui se base sur un méridien localisé 370 lieues, c'est à peu près 1800 km, à l'ouest des îles du Cap-Vert. Le Cap-Vert est connu à cette époque-là. Et de ce fait, ce traité, le traité de Tordesillas, à partir de 1494, place toute terre à l'ouest sous souveraineté portugaise, et toutes les terres à l'est reviennent, quant à elles, à la Castille. C'est le cas notamment des Canaries. Donc, de ce fait, le Brésil, qui sera localisé a priori environ 6 ans plus tard, même s'il y a une discussion sur la date, on y reviendra, le Brésil, parce qu'il est à l'ouest de la ligne de démarcation de Tordesillas, revient directement aux Portugais. Alors, pour revenir rapidement sur les 2 conséquences du traité de Tordesillas, c'est pas tout à fait le sujet de l'émission, mais c'est intéressant d'y revenir, puisqu'elles sont exclues de ce fait du traité, les autres grandes puissances européennes, à commencer par les royaumes d'Angleterre et de France, n'ont plus comme seule manière d'acquérir les richesses du Nouveau Monde, qui sont des richesses avérées, notamment en métaux précieux, or et argent. La seule manière d'acquérir ces richesses, de se les accaparer, eh bien, c'est la piraterie et la contrebande. Et ce traité, naturellement, suscite beaucoup de réactions dans les cours européennes. Le roi de France de l'époque, par exemple, François Ier, qui est donc roi depuis 1517, fait savoir que, je cite, le soleil, pour moi, comme pour les autres, et il est naturellement très courroucé par ce traité pontifical, et puis, pressé par les marins de Bretagne et de Normandie, il tâche auprès du pape Clément VII d'assouplir en quelque sorte ce qui est mis en place par ce traité pour que le traité soit plus favorable à la France. Oui, c'est la phrase de François Ier est la suivante, parce que lui aussi il s'insurge du compromis hispano-portugais. Il dit exactement « Le soleil, lui, pour moi comme pour les autres, je voudrais bien avoir la clause du testament, d'Adam qui m'exclut du partage du monde. » Donc effectivement, ce compromis hispano-portugais mettait les autres souverains européens sur la touche, et également des souverains catholiques comme François Ier. Donc comme tu l'as dit et comme tu vas le dire, sollicité par les marins bretons et normands, le roi de France va plaider la cause des siens et la sienne auprès du pape pour avoir une interprétation plus souple de la bulle de 1494. Ça montre aussi, j'y avais pas songé, mais ça montre aussi que des milieux populaires à l'époque pouvaient faire remonter des problèmes, des doléances au roi, et que ça pouvait avoir un effet géopolitique positif pour la France, comme quoi le roi écoutait ces sujets à l'époque. Le roi n'était pas un dictateur, le roi n'était pas, malgré l'époque d'absolutisme de droit divin, ça n'était pas quelqu'un qui était un tyran. En tout cas, pour revenir à notre sujet, la deuxième conséquence du traité de Tordesillas, c'est que de toute manière, les découvertes dans le Nouveau Monde sont tellement importantes à partir des tout débuts du XVIe siècle qu'il faut un nouveau traité très rapidement parce qu'il y a un déséquilibre très net des découvertes en faveur du Portugal et qu'il y a donc en 1529 un nouveau traité de partage, c'est le traité de Saragosse. On n'a pas très bien conscience à l'époque du côté des Castillans comme des Portugais de l'importance des terres du Nouveau Monde, parce qu'à l'époque on pense qu'il ne s'agit que d'îles. Au prétexte que Colomb aurait découvert un archipel dans les Caraïbes, on se dit tout cela ne sont que des îles. Cabral lui-même, en mettant le pied sur le sol du Brésil en avril 1500, se dit tout d'abord que c'est une île
que c'est, comme il le dit, l'île de la vraie croix, la Isla des Veracruz. C'est pour ça que cette terre de Veracruz a tout d'abord le nom d'île. Et puis, en repartant, en mai 1500, il se demande tout de même s'il ne s'agit pas d'un continent entier, et on verra, Franck, qu'il avait raison, il avait compris dès 1500 qu'il s'agissait de tout un continent, et même d'un sous-continent, puisqu'il n'avait découvert que l'Amérique du Sud. Il y a aussi toute une Amérique au nord, qui va de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Donc d'où le nom de l'île de la Vraie Croix va se transformer en terre de la Sainte Croix, Terra de Santa Cruz, une fois qu'ils auront compris qu'ils avaient découvert un continent. Donc en 1500, le roi du Portugal demande à Pedro Álvares Cabral de faire le voyage jusqu'en Inde. Alors la route avait déjà été faite 3 ans plus tôt parce que Vasco de Gama, autre grand navigateur, avait ouvert la voie. Donc Gauthier, peux-tu nous présenter en quelques mots Pedro Álvares Cabral? De quel milieu était-il issu? Oui, alors Cabral, c'est un noble, c'est lui qui commande la flotte, cette escadre de 13 navires depuis l'un des navires qui est El Rey, le roi. C'est un fils du maire de Belmonte qui s'appelle Fernão Cabral, et il est appointé par le roi du Portugal, Manuel Ier du Portugal, pour préparer une nouvelle flotte quelques années après la découverte de la voie maritime vers les Indes. Donc Cabral, c'est quelqu'un qui représente l'élite du Portugal, même si ces hommes d'équipage, qui comprennent aussi des nobles, qui comprennent des militaires, comprend aussi des gens beaucoup plus simples, notamment de simples mousses. Il y a de ces mousses d'ailleurs qui désertent une fois arrivés sur le mont Pascual, hein, la terre qui est découverte par Cabral et son équipage en 1500. Il y a des mousses qui prennent peur et qui désertent. Ce témoignage montre qu'il y avait dans les hommes d'équipage de Cabral, eh bien, des gens un peu de toutes les conditions. Cet équipage et cette escadre, dans le détail, c'est 13 navires, donc la liste des navires d'ailleurs n'est pas tout à fait claire, hein, mais elle comprend de sources sûres des caracs, notamment Espírito Santo, l'Esprit Saint, Santa Cruz, Sainte-Croix, Sao Pedro, Saint-Pierre, Victoria et Espera, Victoire et Espérance, et un galion, Trindade, Trinité. On discute également de la présence d'un deuxième galion, Annunciada, Annonciation. El Rey, donc c'est un bateau qui est de source sûre dans l'escadre, puisqu'il est commandé par Cabral. L'ensemble fait à peu près 1 millier d'hommes d'équipage, hein, ça veut dire qu'il y a en gros 1000 Portugais qui vont poser le pied sur le sol du Brésil, et en tout cas, les vivres sont prévus pour une expédition d'1 an et demi. Ça montre que c'était une grosse expédition. Alors c'est pas une expédition qui naturellement était prévue pour aller dans le Nouveau Monde, hein, c'est une expédition qui était prévue pour rejoindre Calicut en Inde. Elle rejoindra d'ailleurs Calicut après le départ du Brésil à partir du 2 mai. Et entre ces deux dates, il y a donc une dizaine de jours d'exploration, de contact, où l'on voit bien que les Indiens, tout à la fois, sont très différents des Européens, culturellement, mais qu'en même temps, ils arrivent à comprendre que les Européens, sur eux, par exemple, ont de l'or, ont de l'argent, et les Portugais, en comprenant que les Indiens reconnaissent ces matériaux, ces métaux, se disent qu'il doit y avoir sur cette terre du Brésil, dans le sol du Brésil, de l'or et de l'argent, à juste titre, Franck, puisque naturellement, c'est une terre, cette terre du Brésil et le Nouveau Monde en général est très riche de ses ressources. Oui, alors ce qui est intéressant également à connaître et à se rappeler et à raconter, c'est que quelques années après avoir débarqué sur les côtes sud-américaines, les colons, ils vont s'étonner de la découverte d'un bois, mais d'un bois qui sera vraiment rouge intense, qu'ils vont s'empresser de le ramener au Portugal. Et ce bois si rouge leur rappelle la couleur de la braise, Pau Brésil, qui donnera son nom à l'actuel et immense pays que nous connaissons. Donc cette rencontre, elle est faite comme toujours entre des colons et des indigènes, elle est faite à la fois d'enthousiasme, de respect et également de méfiance. Et bien évidemment, il y a toujours cet échange de cadeaux et d'amabilité. Et on se rappelle en fait, lorsqu'on lit des livres consacrés au sujet, que les colons portugais sont, Gauthier, très étonnés, voire
ouais, fasciné par un animal qu'il ne connaissait pas. Et cet animal est le perroquet. Oui, effectivement, Franck, et c'est bien normal, puisque le perroquet, ça n'est pas un animal européen, c'est un animal des tropiques. Les Portugais découvrent cet animal en arrivant au Brésil, et naturellement, ils en ramènent à Lisbonne, à la cour du roi Manuel, et c'est une découverte étonnante pour les Européens, pas plus étonnante que beaucoup d'autres découvertes de l'époque, que ce soit la pomme de terre, que ce soit le rhinocéros qu'on connaît un petit peu parce qu'il y en a jusqu'au Proche-Orient à l'époque, mais on le représente mal, on croit que c'est un animal entièrement carapaçonné. C'est pas plus étonnant que la girafe qui était connue de l'époque de l'Antiquité romaine, mais quand même, ça fait des rencontres un petit peu étonnantes entre indigènes et portugais. Il y a en gros des réactions assez différentes de ce qui est attendu de part et d'autre, hein. Les Portugais sont donc étonnés que les indigènes reconnaissent l'or et l'argent. Les indigènes ne comprennent pas pourquoi les Portugais leur offrent du vin et de la nourriture, et donc ils rejettent poliment, mais ils rejettent quand même ces offrandes. Et puis les indigènes ne reconnaissent pas les animaux qui sont présents à bord du navire, les chiens, les chats, etc. Ils ne connaissent pas ces animaux. Ça fait une rencontre qui n'est pas hostile, hein, même si elle le deviendra ensuite par la mise en esclavage, par la christianisation forcée, et puis par des choses un peu plus abstraites, mais terribles, comme le choc bactérien. C'est pas une rencontre hostile, mais c'est une rencontre un petit peu où on se jauge, où on ne comprend pas trop l'autre. C'est une rencontre qui permet aussi d'établir que les indigènes que les Portugais rencontrent, les Tupiniquins, ne sont pas les seuls sur ce qu'on pense être une île, mais qui est un continent entier, puisque les Portugais le verront quelques années plus tard, il y a en réalité plusieurs nations indiennes sur ce territoire, non seulement les Tupiniquins qu'ils rencontrent donc en 1500, mais aussi des peuples qui sont en rivalité avec cette nation, les Tupinamba et puis les Aïmorés. C'est un ensemble de nations indiennes qui, hélas pour elles, connaîtront toutes le même sort, mais certaines arriveront à une cohabitation initialement intelligente avec les Portugais. Ils arriveront ensemble à fonder des villes, on reviendra sur ces épisodes un petit peu après. Bref, c'est pas une rencontre qui est tout de suite hostile. La légende noire de la conquête portugaise et plus encore de la conquête espagnole, avec des épisodes comme Cortés et la Noche Triste en 1520, insiste sur le caractère dramatique de cet impérialisme, mais initialement, au Brésil, c'est pas une rencontre tout à fait hostile, même s'il y a des choses qui horrifient les Portugais, Franck, comme par exemple des cas avérés d'anthropophagie. Effectivement, le cannibalisme est une coutume ancestrale dans ces contrées. Pour rappel, changeons de continent, mais le cannibalisme en Nouvelle-Zélande était pratiqué jusque dans les années 1900. Donc il y a encore des traces de cannibalisme à quelques générations au-dessus de nous. Donc comme tu l'as bien dit et répété, cette rencontre, elle n'est pas hostile, elle n'est pas non plus placée sous le signe de l'amitié fraternelle, elle est somme toute correcte, avec déjà des échanges. Et ce qui est intéressant, c'est que les Portugais vont mettre un petit peu de temps en fait à entreprendre une véritable colonisation du Brésil. Comme tu l'as dit, à la base, Cabral devait simplement contourner l'Afrique. Bon, une fois qu'il a découvert fortuitement le Brésil, il reprend son voyage pour aller aux Indes. Ce n'est qu'à partir de 1530 que la couronne portugaise entreprend la véritable colonisation du Brésil. Alors la côte est dans un premier temps le seul endroit que les Portugais décident de conquérir et de s'y établir, et ils y installent 15 capitaineries héréditaires. Donc concrètement héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a un capitaine, et une fois que le capitaine meurt, son enfant prend la suite. Donc en fait, ce sont des nobles portugais qui se voient chargés d'administrer et de développer les terres brésiliennes, ces fameuses colonies. Cependant, ce système montre très rapidement ses limites, et le roi portugais João III l'abandonne dès 1549 au profit d'un gouvernement de type colonial. Je peux également préciser que pour les puristes, Gauthier, tu en as un petit peu parlé dans l'introduction, peut-être
est-ce le moment de faire un petit focus sur ce point, que pour de nombreux puristes, Pedro Álvarez Cabral n'est pas le premier navigateur européen à avoir foulé le sol brésilien. Selon les Espagnols, un explorateur espagnol, Vicente Yanes Pinzón, compagnon de Christophe Colomb, avait déjà fait escale au Brésil. Raison pour laquelle la raison pour laquelle en fait l'Espagne n'avait jamais revendiqué cette découverte, c'était en vertu du traité de Tordesillas entre Madrid et Lisbonne le 7 juin 494, comme tu l'as dit. Alors c'est amusant parce que moi j'ai un deuxième explorateur putatif du Brésil, avant la date de 1500. Il y a débat effectivement sur la date réelle de découverte du Brésil. Ça fait partie des grands débats qui ont émergé lors de l'anniversaire officiel des 500 ans du Brésil en 2000. Bon, les autres débats, c'est sur la question mémorielle, hein, le fait que soit célébrer cet anniversaire, entre guillemets, alors qu'il précède directement le début des souffrances pour les indigènes. Mais il y a débat, effectivement, sur les découvreurs réels, et il y a un deuxième découvreur putatif, au-delà de l'espagnol que tu as cité. C'est un cosmographe du nom de Duarte Pacheco Pereira, qui, partant du Cap-Vert, serait peut-être arrivé dès novembre ou décembre 1498, c'est-à-dire à peu près un an et demi avant l'expédition avérée de Cabral. Il aurait effectué ce voyage, Pereira, pour tenter de clarifier ce qui se situait au-delà de la démarcation de Tordesillas, parce que Tordesillas, c'est bien gentil, si j'ose dire, mais il s'agissait, pour les deux puissances, la Castille et le Portugal, de déterminer au plus vite très clairement une cartographie complète de ce nouveau monde. De cette cartographie complète, eh bien, je dirais qu'elle va mettre des décennies à se faire, mais les territoires qui seront découverts dans les décennies qui suivront, durant le XVIe siècle, ne seront, pour certains, pleinement investis par les Européens que jusqu'au XIXe siècle, puisque si les Américains, par exemple, évoquent un mythe fondateur comme la New Frontier enfin, je sais pas si la New Frontier, d'ailleurs, New Frontier c'est Kennedy, je pense, mais la Frontier au sens large, au XIXe siècle, jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est bien que la côte pacifique n'était pas totalement investie par eux, d'où naturellement la lutte entre, d'une part, le pouvoir américain naissant et les différentes tribus indiennes, jusque dans les années 1890, pour un continent qui avait été découvert progressivement depuis quasiment 4 siècles. Bref, comme tu as dit, Franck, il y a doute sur l'authenticité de la date de 1500 comme première découverte du Brésil. Il y a doute sur éventuellement un ou deux découvreurs antérieurs à Cabral. Il n'y a pas de doute en revanche sur l'authenticité de l'expédition, de cette courte expédition de Cabral et de ses hommes au Mont Pascual, parce que il faut dire, un récit assez précis d'un des hommes de Cabral qui a mis par écrit ce qu'il avait vu, ce qui s'était passé, et qui ensuite a transmis cela à la cour du Portugal. Ces rencontres entre les indigènes et ce millier d'hommes d'équipage que Cabral apporte avec lui, elle est documentée par le secrétaire de bord, Vaz de Caminha. Celui-ci explique tout ce que nous avons dit sur les contacts un petit peu hésitants entre indigènes et portugais, le fait qu'on ne reconnaît pas les animaux, le fait que les indigènes reconnaissent l'or, etc., le rejet des offrandes. Il explique aussi les premières tentatives de christianisation, qui sont des tentatives assez douces, on ne force pas les indigènes. Mais en tout cas, le 26 avril, un des religieux de l'équipage, le père de Coimbra, célèbre une messe. Les indigènes y assistent, ils doivent se demander quelle est cette religion, quelle est cette foi qui naturellement n'est pas leur foi à eux. Une croix est plantée sur le sol, symboliquement, et le 1er mai, une nouvelle érection de la croix
solanise la revendication de la terre découverte par le royaume du Portugal. Ainsi, Cabral montre il explique aux indigènes que cette terre appartient à un roi lointain, Manuel du Portugal. Cette croix, c'est une croix assez imposante, semble-t-il, puisqu'elle aurait mesuré 7 mètres de hauteur environ. En tout cas, le lendemain, donc le 2 mai, le 2 ou 3 mai, la flotte part pour les Indes, mais un des navires, commandé par Gaspard de Lemos, repart en direction du Portugal. À son bord, il y a la lettre de Caminha, qui explique, qui informe de la nouvelle, et qui porte preuve, franque, de la découverte à la fois des indigènes et de leur réaction. Ainsi, le royaume du Portugal sera informé d'ici quelques semaines qu'il y a, à l'ouest de la démarcation de Tordesillas, une terre portugaise. Avec ce fameux perroquet également qui a dû sûrement impressionner la cour portugaise. Donc par la suite, faisant un petit bond dans le temps, missionnaires, jésuites, aristocrates, explorateurs continuent d'arriver au Brésil et ainsi débute le commerce de la canne à sucre. Celui-ci nécessite une main-d'œuvre de plus en plus importante, d'abord amérindienne et ensuite elle est constituée d'esclaves noirs issus du commerce triangulaire. La ville de Salvador, qui est fondée en 1549, est la capitale du territoire portugais jusqu'en 1763. Oui, et quant aux indigènes, comme on l'indiquait précédemment, certains d'entre eux arrivent à s'allier aux Portugais. C'est notamment le cas des Tupiniquins qui avait été découvert en 1500 par Cabral. Ils s'associent aux Portugais dans la région de Santos et de Bertioga, et c'est là qu'en 1554 se fonde une ville portugaise, mais avec une population partiellement indigène, la ville de Sao Paulo. Elle est fondée par un père jésuite, Manuel da Nóbrega. Et ensuite, comme tu l'as dit, Franck, il y a la catéchisation, la christianisation par les jésuites de ces Tupiniquins, notamment à Aldeia Nova, mais rapidement, il y a d'une part bien le travail forcé pour ces indigènes, et puis d'autres choses que l'on s'explique mal à l'époque, que l'on s'explique mieux maintenant avec les progrès de la science, c'est notamment toutes les maladies que contractent les indigènes, qui sont à la fois le fait de parasites exogènes, hein, la variole notamment, et puis des maux plus endogènes. Par exemple, les Portugais ramènent dans leurs équipages, malgré eux, des fourmis. Et bien ces fourmis détruisent les récoltes, et ça ne peut que affaiblir les peuplades indiennes. Ça conduit naturellement à terme, au XVIe siècle, à un véritable génocide, hein, le génocide amérindien, à peu près 80 millions de victimes, c'est-à-dire l'immense majorité de la population du continent à l'époque. C'est une histoire qui nous est connue pour le cas du Brésil et le cas des Tupiniquins par un témoignage, celui de Séraphim Leite, qui la consigne dans sa principale œuvre, hein, son histoire du Brésil. Alors pour revenir brièvement à ces Tupiniquins et aux autres peuplades qui occupaient alors le Brésil, on en a parlé très brièvement, pour définir un petit peu leur géographie en 1500, à l'époque où Cabral investit la zone. Les Tupiniquins, dans le détail, peuplent une zone qui s'étend de Camamu jusqu'à la limite de l'actuel état d'Espírito Santo. Pour le situer, c'est au centre du Brésil, sur le littoral, au bord de l'océan Atlantique. Concernant les Tupinamba, ils occupent une bande qui est comprise entre Camamu et l'embouchure du Rio São Francisco. Et la troisième nation que nous avons citée, les Aimorés, eux viennent plutôt de l'ouest. Ils occupent une bande de terre, un territoire long et étroit, parallèle à celui des Tupiniquins. Pour revenir sur l'histoire de ces peuplades avant l'arrivée des Portugais, ce sont des peuplades dont l'existence est avérée depuis le milieu du XIVe siècle. Ils proviennent de l'intérieur des terres, ce qu'on appelle actuellement le Mato Grosso. Ils proviennent du Haut Xingu, en Amazonie. Ce sont donc des peuplades qui viennent de milieux forestiers, qui subsistent de nos jours, mais qu'on aurait un petit peu plus de mal à appréhender, puisque naturellement, c'est une période avant la déforestation massive que nous connaissons. À l'époque, le Brésil dans son entièreté et d'autres pays comme l'Équateur et le Venezuela sont des pays vastement boisés, quasiment entièrement sauvages, où il n'y a pas de grandes villes comme il peut y avoir
à la même époque, par exemple, au Mexique, avec eh bien, les différentes nations, Texcoco, Tacuba, Tenochtitlan. Ça n'existe pas tellement, naturellement, au Brésil. Alors pour faire un lien avec l'histoire de France, on peut également préciser qu'en 1555, donc 55 ans après la découverte officielle du Brésil par Cabral, les Français parviennent à s'installer dans la région de l'actuelle ville de Rio de Janeiro. À la suite d'expéditions secrètes menées par le Français Nicolas Durand de Villegagnon, expédition secrète suite au fameux traité, la France parvient à récolter suffisamment d'informations en vue d'établir une colonie dans la baie de Guanabara. Alors ce fut le début, Gauthier, de la France antarctique. France antarctique est le nom éphémère donné à cette colonie française qui occupa la baie de Rio de Janeiro à partir de 1555. Et en fait, ils vont être délogés, les Français, par les Portugais dès 1567. Alors ils vont se réfugier, donc les Français et leurs colons autochtones brésiliens, dans les forêts environnantes, et ils parviennent à maintenir une relation commerciale avec la France, et ensuite les Portugais décident à occuper véritablement la région. Et aujourd'hui, cette fameuse découverte des Français, où les Français étaient réfugiés avec les Indiens, autochtones, hein, leurs colons ou leurs amis au choix en fonction des relations. Cette île est aujourd'hui appelée Ilha Villegagnon, et cette île en fait est la base de l'école navale brésilienne. Alors on connaît cette expédition par le récit qui en a été fait en 1578 par un de ses membres, le cordonnier puis étudiant en théologie Jean Deléry. Histoire d'un voyage fait en terre du Brésil. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce livre, ce récit, a eu un énorme succès parce qu'on compte pas moins de 5 éditions du vivant de l'auteur, 1578, 1580, 1585, 1599 et 1611. Oui, c'est l'une des nombreuses présences françaises en Amérique, au-delà de ce qui est connu dans le Canada français ou en Louisiane. C'est l'une des nombreuses présences toponymiques de la France. Ce que tu as cité au Brésil, on le retrouve bien sûr en Amérique du Nord, avec des lieux comme la Nouvelle-Orléans ou Bâton Rouge. C'est une des présences françaises qui peut paraître un petit peu baroque, mais qui s'expliquait à l'époque par le jeu des puissances européennes, puisque, pour parler trivialement, à partir du XVIe siècle, tout le monde voudra sa part du gâteau. Alors pour revenir rapidement sur un détail concernant ces peuplades et puis conclure avec les suites et la fin de l'aventure de Cabral, on vous a expliqué que ces peuplades, pour deux d'entre elles, s'appelaient les Tupinamba et les Tupiniquim. S'il y a le préfixe Tupi dans leur nom, c'est parce que Tupi, c'est le nom de leur système linguistique. En fait, le Tupi, c'était leur langue commune. Et puis comment s'achève cette épopée de Cabral après le départ du Brésil le 2 mai, eh bien le 5 mai, l'escadre de Cabral se dirige vers l'Afrique, et environ 2 semaines plus tard, vers le 23 mai, alors qu'elle franchit une zone de haute pression dans l'Atlantique Sud, on ne sait pas trop exactement où, hein, la zone n'est pas très clairement établie, cette escadre perd 4 de ces bateaux, hein, puisque naturellement les conditions météorologiques sont extrêmes, mais l'essentiel de la flotte gagne tout de même Calicut en Inde, et c'est le début d'une autre aventure, d'une des nombreuses aventures de la présence impériale du Portugal et de l'Espagne dans le Nouveau Monde. Franck, c'était ça le sujet de notre émission sur la découverte officielle du Brésil par Cabral en 1500. D'ailleurs, après cette expédition en Inde, Cabral rentre chez lui au Portugal, et sa fin de vie est plutôt méconnue et discrète par les historiens. On ne sait pas comment exactement il a fini. Apparemment, il aurait fini dans un relatif anonymat, alors que sa découverte a eu des retombées historiques et voire plus économiques, sociales, humaines, fort diverses et importantes pour l'histoire de l'humanité. Oui, parce que c'est une expansion finalement de l'écoumène, hein, le monde connu. Ça semble un peu être une règle du genre, cette fin un peu anonyme, puisque Christophe Colomb a eu un petit peu la même fin, à la fois misérable et un petit peu délaissée. Alors Franck, notre prochaine émission, le 3 mai prochain, s'intéressera à une biographie sur Jeanne d'Arc,
Jeanne d'Arc en vérité de Guerre de Crummèche. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, alors bien évidemment, donc on va étudier Jeanne d'Arc lors de notre prochaine mission au mois de mai. Il faut savoir qu'en France, le deuxième dimanche de mois de mai, on célèbre la Jeanne d'Arc et la prise d'Orléans. Donc c'est un livre en fait qui se propose de revenir un peu sur la thématique vérité et légende sur Jeanne d'Arc pour savoir quels éléments historiques sur Jeanne d'Arc sont vrais et quels éléments historiques sont faux, ou plus exactement sujets à caution. Voilà, sur Jeanne d'Arc, c'est un petit peu un commentaire des commentaires, et on verra tout cela le 3 mai prochain. Nous verrons aussi qu'il y a une préface intéressante de Philippe Contamine, historien médiéviste bien connu. Chers auditeurs, merci pour votre écoute sur cette émission consacrée à Cabral, et rendez-vous donc le 3 mai prochain. Merci Franck. Merci à vous, à bientôt.